James Caan est né en 1940 dans le Bronx. Fils d'immigrés juifs allemands en plein New York post-Grande Dépression et dans un pays sur le point de rentrer en guerre. Acteur discret mais ô combien important dans l'histoire du cinéma américain, il raconte souvent que plus jeune, il avait peur de rentrer dans le moule et que le cinéma lui permettait de faire le clown et éviter la bagarre. Par cette violence contenue, Caan a été, à tort, trop longtemps réduit à son rôle secondaire emblématique, celui de Sonny Corleone dans Le Parrain de Francis Ford Coppola en 1972, film pour lequel il a été nommé aux Oscars. Acteur de légende et mémoire vivante d'Hollywood, Caan a tout de même traversé, et traverse encore, l'histoire de son pays des années 60 à nos jours. Can I have a ride? Il est peut-être le dernier acteur en activité à pouvoir se vanter d'avoir tourné pour Howard Hawks, qui lui offre en 1965 son baptême du feu avec un premier rôle dans le rare Ligne rouge 7000. James Caan continue cependant aujourd'hui d'occuper les plateaux de cinéma et de télévision. Dès le début de sa carrière, Caan va au fondement du cinéma américain, émergeant d'un de ses genres matriciels, le western. Encore sous la direction de Hawks, il obtient sa deuxième grande partition dans El Dorado en 1966, où il incarne Mississippi, jeune cow-boy assoiffé de vengeance mais maladroit. Remontant aux sources mêmes de l'Amérique, avec à ses côtés rien de moins que John Wayne et Robert Mitchum, Caan s'inscrit d'emblée dans la lignée des grands acteurs à instinct, jouant de leur stature imposante devant la caméra. De même, le travail avec Hawks, réalisateur emblématique de l'âge d'or des studios hollywoodiens, convoque aussi bien le gangster Paul Muni dans Scarface que le détective Humphrey Bogart dans Le Grand Sommeil, autre physique atypique à l'allure rocailleuse. Ces thèmes et figures essentielles du cinéma américain, James Caan les poursuivra avec une forme de romantisme, un héroïsme idéalisé, s'attachant à capter les évolutions de son pays et de ses représentations. C'est ce qui rend sa carrière d'acteur aussi versatile. James Caan aura orchestré de très belles variations dans ses choix de personnages pour raconter une certaine histoire des États-Unis, tout en étant étrangement rangé du mauvais côté de l'histoire du cinéma hollywoodien, loin de certains de ses partenaires de jeu. Ainsi, il sera de nouveau au Far West pour quelques films, mais également soldat dans Un pont trop loin de Richard Attenborough en 1977, puis vétéran de l'armée dans Le Jardin de pierre de Coppola 10 ans plus tard. Entre-temps, il fera même coup double chez Alan Pakula, aux côtés de Jane Fonda, jouant un vétéran de l'armée reconverti en cow-boy dans Le souffle de la tempête. Dans un imaginaire collectif plus récent, Caan ira dans l'espace pour le Opération Lune de Robert Altman en 1968. Un an avant Apollo 11, mais la même année que le 2001 L'Odyssée de l'espace de Kubrick. Celui-ci s'aventure d'ailleurs rarement au-delà de son territoire de prédilection, même s'il lui est arrivé de faire des détours, par exemple dans nos contrées. Les plus mauvaises langues diront qu'il s'agit là d'un Steve McQueen au rabais, une même idée de la virilité féline, de la grâce musclée du cinéma d'action et des polars des années 70-80. Mais tandis que McQueen balade ses yeux bleus perçants à l'écran, Caan se trimballe cette étrange tignasse bouclée qui le ferait passer pour une version asséchée de Gene Hackman, avec qui il tournera d'ailleurs dans Un pont trop loin. Asséché et pour cause. Le jeu de James Caan est aussi nerveux que ses yeux sont exorbités, comme fou, jusqu'à sa démarche brinque-ballante, comme si un ulcère lui dévorait constamment l'estomac et qu'il serrait les dents pour ne montrer aucune douleur. Ce serait cependant oublier que James Caan a souvent brillé seul, en tête d'affiche. Citons bien sûr Le Solitaire de Michael Mann, qui lui vaudra son meilleur rôle. Tueur à gages chez Sam Peckinpah avec Tueur d'élite, terriblement habité dans Le Misery de Rob Reiner avec Kathy Bates, ou en flic raciste dans Futur immédiat, Los Angeles 1991. Sa faculté à envahir un rôle est rétrospectivement son atout premier. Caan va porter quelques excellentes séries B, comme Rollerball de Norman Jewison et The Gambler de Karel Reisz, dont les remakes avec Chris Klein et Mark Wahlberg montreront que l'aura de James Caan pour certains personnages est irremplaçable. Ryan Gosling dans Drive ne pourra pas, lui non plus, éviter d'être comparé au cambrioleur et conducteur mélancolique que Caan interprète dans Le Solitaire. Parce que oui, Caan a aussi une facette plus cool, voire ironique, qu'il partagerait avec Elliot Gould, un autre étrange acteur à tignasse d'Un pont trop loin, également parfait chez Altman. Mais qui est James Caan? Un acteur au charisme débordant qui n'a pas eu l'occasion de tomber sur son casan, comme Marlon Brando? Ou alors un iconoclaste, à la Burt Lancaster, capable du meilleur comme du pire, de la série B d'action à la comédie romantique? C'est un acteur pluriel, d'une forte adaptation étonnante. Patibulaire, campant avec une remarquable intensité des personnages rarement en empathie avec les autres, parfois même des brutes antipathiques pour le public, Caan conserve toujours une forme de candeur, d'élégance rare, c'est là tout son paradoxe. C'est-à-dire qu'il n'est justement pas un acteur imitable, ou à la manière de, tant sa filmographie se révèle malgré tout hétéroclite, au sein de quelques tropismes dominants. En tête de liste figure le gangster en recherche de rédemption, le bandit mélancolique, le malfrat désabusé, des rôles qu'il aura interprétés comme peu d'autres. Caan est à la croisée de tous les chemins, aussi bien dans son exploration des genres que dans cette capacité à proposer des variantes. Il a en fin de compte peu tourné,
ou moins que ce qu'il aurait pu, notamment à cause de problèmes personnels dans les années 80. Mais il a toujours soigneusement choisi ses rôles, offrant ainsi, au final, une paradoxale cohérence à sa filmographie. Il faut rappeler que Caan est l'une des plus belles incarnations du truand moderne, en compagnie de McQueen, encore lui, ou de Paul Newman. Et cette figure, encore d'actualité, lui doit presque tout, de la conduite survoltée, ou du braquage tout en discrétion, le cure-dent à la bouche, et même la veste de mauvais goût. Rappelons cet attrait particulier pour les personnages à la parole concise, voire mutique, car Caan ne parle pas. Il grogne, grommelle, ou mieux, il crie. C'est en contradiction avec cette image de gangster taiseux, orgueilleux et tiraillé entre le bien et le mal, que Caan va jouer le good guy pour L'Impossible témoin en 1980, son unique film en tant que réalisateur. Il y joue un père seul contre tous pour retrouver sa famille placée sous le programme de protection des témoins. Le film aurait pu en finir avec ce rôle qui lui colle à la peau, mais à la manière d'un personnage manien, sa rédemption semble impossible. Comme il l'a souvent répété en entretien, Caan considère le solitaire comme son meilleur rôle. Pourquoi ? Parce que Caan comprenait intimement le personnage, sorte de contrôle fric, métaphore de son réalisateur, mais également ravalant sans cesse une violence latente qui ne demandait qu'à exploser, à l'image de son interprète. Cette intériorisation ne découle pas de l'acteur studio, fameuse formation de comédiens comme Brando, Fonda ou Pacino, découlant de la méthode Stanislavski et enseignée par Lee Strasberg. Elle est justement à l'opposé. Il tire cette approche spontanée d'une combinaison étrange de réflexion sur son personnage et d'un instinct redoutable développé par la technique Meissner. Du nom de son créateur Sanford Meissner, qui sera également le professeur de son ami Robert Duvall, cette approche plus expressive et moderne sied parfaitement au caractère de Caan. C'est par cet instinct qu'il va permettre à Michael Mann de quitter la télévision, en l'aidant à produire le film après en avoir lu le scénario. Pour son jeu, Caan va jusqu'à ajouter quelques fausses notes, des détournements ou des mots pas adaptés au contexte, afin d'ajouter une authenticité, évitant un sérieux trop frontal. What are you gonna do retired? Pick corn with the chickens, watch daytime TV for the rest of my life. What the hell's the difference? All right, all right. Par volonté de ne pas rejouer éternellement Sonny Corleone, Caan va observer cette figure du hors-la-loi sous toutes ses coutures et en proposera de superbes variantes au cours de sa carrière. Dans les années 90, il est tour à tour un expert véreux du show business dans For the Boys de Mark Rydell, un mafieux haut en couleur dans le film noir cartoon Dick Tracy de Warren Beatty, et même une petite frappe de country club, trop âgée pour être intimidante chez Wes Anderson dans Bottle Rocket, en garagiste formant les frères Luke et Owen Wilson au braquage. Preuve qu'il est capable de recul et d'ironie, James Caan offre une autre parodie de truand dans la romance Lune de miel à Las Vegas, face à l'inénarrable Nicolas Cage en 1992, mais surtout 10 ans plus tôt, en fantôme amoureux de Sally Field avec Kiss Me Goodbye de Robert Mulligan. Il jouera également son propre rôle, le temps d'un hilarant caméo pour La Dernière folie de Mel Brooks en 1976, preuve que le bonhomme aurait également pu être un sacré acteur comique. James Caan est une incarnation brute et un fantastique miroir du cinéma contemporain qui a progressivement dilué son jeu, passant du mal aimable impulsif à la sagesse d'un mentor, pas exempt de tout reproche. En substance, James Caan apparaîtrait plus comme un double opposé de Robert Duvall, avec qui il a partagé maintes fois l'affiche. Mais il en serait un jumeau maléfique. Là où Caan serait le sanguin hyperactif, Duvall demeure le personnage raisonnable et raisonné. Sonny Corleone, le mal élevé, face au sage conciliéré, l'homme étrange au passé trouble contre l'honorable policier dans Les gens de la pluie, l'arrogant astronaute, confronté à son chef de la NASA dans Opération Lune. Ce parallèle se pousse même jusque chez James Gray. Dans The Yards, James Caan est l'oncle mafieux, régnant sur les chemins de fer de New York, tandis que Duvall est le policier et figure du droit chemin pour sa famille dans La nuit nous appartient. Le seul qui aura inversé les rôles est Sam Peckinpah dans Tueur d'élite en 1975. Faisant jouer à Duvall le rôle du salaud qui trahit son partenaire tueur à gages, le rendant infirme avec une balle dans le genou. Il est d'ailleurs hautement ironique pour un acteur aussi physique que de devoir jouer une personne en fauteuil. C'est même cette frustration de ne pas pouvoir courir comme un dératé que Peckinpah capte sur son visage. Rob Reiner retiendra la leçon et le filmera exactement pareil 15 ans plus tard. Dans les deux cas, la douleur est autant physique, les personnages étant tout de même sacrément amochés, que psychologique par la torture du corps empêché. Lors d'un entretien avec Laurent Vachaud pour la revue Positif, William Goldman, scénariste de Misery, dit d'ailleurs qu'avant ce film, Caan était considéré comme un acteur fini. Non seulement le film de Reiner montre le contraire, tant l'acteur y paraît transcendé, mais surtout que Caan a plus que de beaux restes. Tel un Sisyphe, voué être inexorablement un gangster, il endosse le costume du patron et joue pour de jeunes réalisateurs, dont notamment Way of the Gun de Christopher McQuarrie, City of Ghosts de Matt Dillon ou encore Blood Ties de Guillaume Canet. Enfin, la trajectoire de James Caan à travers le cinéma américain se résume aussi par le rappel des grands directeurs de la photographie qui l'ont filmé. Les néons flashy à travers la nuit de Chicago, 13 années 80 de Donald Sutherland pour Le Solitaire, lumière artificielle qui concrétise parfaitement la musique électronique de Tangerine Dream.
Mais Caan dégage autre chose de plus viscéral, de plus rustique. Avec ses traits du visage au burin, ce n'est plus un visage qui est taillé au rasoir, mais des nerfs apparents et une mâchoire constamment serrée. Or, c'est avec les chefs opérateurs dont la lumière est la plus contrastée et est noir profond que son visage herculéen en ressort sublimé. C'est en association avec deux chefs-op surdoués, situés à deux moments cruciaux de sa carrière, que Caan écrira tout un pan de l'histoire du cinéma américain de la deuxième moitié du XXe siècle. Il devient le symbole de la filiation entre Coppola et Gray. D'un côté, il y a le travail de Gordon Willis sur Le Parrain en 1972, et de l'autre, Harry Savidis dans The Yards en 1999. Par leurs ombres surpuissantes, leur maîtrise du clair-obscur et leur sens inné du cadre, ils auront tous deux trouvé une esthétique déchirée entre la lumière et les ténèbres, inscrivant James Caan comme un éternel gangster talonnant ses aînés. Ainsi, le Sonny Corleone du Parrain est entre-temps devenu le Marlon Brando de The Yards. Il reprend ce rôle de pater familias mafieux dans Dogville de Lars von Trier, lui permettant de transformer un archétype en subtilité. Le gangster devient ici une notion abstraite, un fantôme, une menace pernicieuse. D'abord caché dans l'obscurité d'une voiture, donnant une carte de visite digne d'un baiser mortel, puis en père désabusé, remettant le destin de la ville dans les mains de sa fille, James Caan abandonne son rôle de truand et donne à son tour, après Brando, les clés de la boutique. Yes. Shoot them, burn down the town.